Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente l'entrevue avec quelqu'un qui est avec moi dans le programme Accélération, qui est Sébastien Lecor. Il est CTO de Qubit, une entreprise en informatique quantique. L'entrevue était hyper intéressante et on va le diviser en deux parties. La première partie, où on va parler de son parcours entrepreneurial, ce qui a l'idée vers ce qu'il fait en ce moment, c'est-à-dire CTO de cette entreprise. Et la deuxième partie que vous allez voir, ça va parler plus d'informatique quantique. On va rentrer dans le détail, on va rentrer, ça va être une entrevue nerd. Pourquoi? Parce que l'informatique quantique me passionne et je pense aussi que vous devriez trouver quelque chose qui vous intéresse là-dedans. Bonne entrevue. Bonjour à tous, changement de cadre, on est toujours au Syntec. Je suis avec Sébastien. Salut Amine. Salut Sébastien. Euh, je tenais vraiment à faire cette entrevue-là parce que ça parle de quantique, un sujet qui me tient à cœur, que je ne connais pas très très bien. Et ça tombe bien, il y a quelqu'un avec moi dans le programme Accélération qui est une entreprise en quantique. Et j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir ça. Mon cher Sébastien, Cher Amine, comment ça va? ça va bien et toi? Ça va, on a passé quand même une bonne partie de la matinée avec Ouais, des pitchs qu'on est en train de faire au Syntec. c'était intéressant. Et let's talk about you. Let's go. Présente-toi, mon cher. Ok, donc moi je m'appelle Sébastien, je suis comme tu le sais le CTO de Qubitsoft, donc une compagnie qui vise à rendre accessible l'informatique quantique aux entreprises dès maintenant. Donc on va parler un peu des mythes, mais un des premiers mythes qu'on essaie de chasser, c'est de dire que le quantique c'est pour dans 20 ans, parce que le quantique il est déjà là et on peut déjà en faire, et nous c'est ce qu'on essaie de faire avec les entreprises. Super. Tiens, avant de parler de ton entreprise, Mhm. parle-moi de toi. T'es qui? Moi, je suis Sébastien. Alors, moi, j'ai un parcours assez atypique, on va dire. Euh, alors, à la base, j'ai un doctorat en sciences des matériaux, plutôt application aéronautique. Donc, j'ai mon doctorat en France en 2016. Pour l'anecdote, j'ai jamais été chercher mon diplôme, hein. Je l'ai, mais j'ai juste un procès verbal. Il est toujours à l'université. Il faudrait que j'y aille, un de ces Ça, quatre. on va dire que t'es mytho, t'as pas de C'est ça. PhD. Mais maintenant, c'est bon. Maintenant, je suis reconnu comme un docteur, donc j'ai quand même des articles. Et Quelle donc, université? Paris-Saclay. Donc alors déjà, moi j'ai fait toute mon université là-bas. Je pense que pendant que j'étais là-bas, l'université a changé 3 fois de nom. Ça a Classique. été Paris 11, Paris Sud et après Paris-Saclay. Et t'as étudié quoi? Tu es vraiment donc, tout ce qui était physique, mais plus sciences des matériaux. Donc c'est l'étude de la microstructure des métaux, vraiment à l'échelle qu'on appelle cristallographique, comment les atomes se mettent ensemble pour donner vraiment la structure, les résistances, étudier un peu les propriétés mécaniques. Explique un peu, tu sais, au Québec, on a un parcours assez atypique. C'est en France, j'imagine, c'est licence, master, Ouais, doctorat. c'est ça. Bah, ça, c'est quand même assez international dans la fac. C'est pas comme les écoles d'ingénieurs. J'ai pas fait d'école d'ingénieur, donc j'ai fait 3 ans de licence, donc là, c'était un double cursus, physique et chimie. Ensuite, je suis parti en master, donc ça peut être l'équivalent de la maîtrise un petit peu là pour 2 ans, approfondissement. Donc là, c'était plus matériaux et puis après matériaux pour les structures et l'énergie. Donc j'ai fait aussi un peu les matériaux pour le nucléaire, pour les avions, pour plein de choses. Les matériaux, j'ai fait un peu de polymère, des choses comme ça. Mais je me suis après, pour mon doctorat, un peu plus focalisé sur la métallurgie parce que je cherchais un truc dans le domaine de l'aéronautique. Parce qu'à la base, je voulais être pilote d'avion de chasse quand j'étais petit. Enfin, quand On j'étais a pas petit. mal de militaires et de pilotes Ouais, au Syntec. J'ai hâte de vous les faire découvrir aussi. Et tout de suite après, tu es venu au Québec? Alors après mon doctorat, oui, parce que moi je cherchais le problème des doctorats. Moi, à la base, j'ai jamais voulu faire de recherche. C'est pas ça que je voulais faire. Comme j'ai dit, je voulais être pilote de chasse. Après, je voulais être pompier. J'étais pompier en France, j'ai eu le concours pro, etc. Mais je suis reparti à la fac. Et le problème de la fac, c'est qu'en France, tu t'enfermes très vite dans une carrière académique quand tu es à la fac. Et moi, je voulais pas ça. Je voulais vraiment travailler dans l'industrie. Je voulais résoudre des problèmes, mais pas pour les résoudre, des problèmes concrets, etc. Donc, j'ai cherché une thèse avec un financement qu'on appelle CIFRE. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui paye, qui a financé ma thèse. Donc, j'étais salarié de l'entreprise et je faisais mon doctorat. Et le problème en France, c'est que quand tu n'as pas fait une école d'ingénieur, c'est difficile d'aller dans les entreprises comme ça, d'aéronautique, c'est les grands, les Dassault, les Snecmal et tout ça, là, les Airbus. Donc, je me suis dit, bah, peut-être que si je vais en Amérique du Nord pour une expérience, ça va m'aider. Donc, j'ai demandé à mon directeur de thèse, il connaissait quelqu'un ici. Donc, cette personne a été mon jury de thèse aussi, c'était un de mes évaluateurs. Et puis, à la fin, il m'a pris en postdoc ici au Canada. Donc, là, je suis arrivé avec tout, avec ma femme, mon fils. On n'était jamais venu au Canada, c'était la première fois de notre vie. On a tout vendu en France, on n'avait plus rien, on arrive là. Pour l'anecdote, on arrive au printemps.
quand la neige fond. Tu connais un peu comment c'est La Montréal au slush, c'est printemps. dégueulasse. Ma femme, elle a regardé, elle fait: «Où est-ce que tu m'as emmené?» On a fait un nombre record de vues ces derniers temps et je tiens sincèrement à vous remercier de votre engagement et de votre soutien. Toutefois, je vois aussi que la majorité ne sont pas abonnés à ma chaîne. Et je vous demande, s'il vous plaît, de vous abonner tout de suite en bas à ma chaîne. Cela va m'encourager énormément à continuer à faire ce que je fais, c'est-à-dire mettre en avant les entrepreneurs, l'entrepreneuriat et les nouvelles technologies. Merci. Ça va, dès que ça réchauffe, il y a plus de neige, là, on a à peu près découvert la ville, mais c'était pour dire, on est vraiment comme ça, un peu all-in, on n'avait plus rien en France. On avait nos familles, mais on n'avait plus de logement, on n'avait plus rien, on avait vendu la Écoute, voiture, etc. chacun a une histoire avec le Québec. Ouais. La mienne, c'est que pendant 3 semaines, je pensais que Desjardins, c'était l'entreprise de jardinage. T'arrives au Québec, c'est la sludge, c'est le bordel, et tu rentres faire un Postdoc, postdoc postdoc, à l'ETS, juste à derrière. l'ETS. Ok, Ouais, juste à côté. ouais. Donc là, ça commence bien, c'est facile, c'est j'arrive, mon sujet maintenant, j'ai le financement, etc. Déjà, première anecdote, parce que ça, c'est bon à savoir pour les entrepreneurs, enfin, engager des docteurs, hein, c'est pas cher. Je suis arrivé ici, Mi-taxe. j'avais, même sans mi-taxe, hein, j'avais un salaire à, tu sais, avec un bac plus 8, j'avais un salaire à 50 000 dollars par année, je crois. J'arrive en mode tout content de moi, ah, j'ai un gros salaire, parce qu'en France, c'était encore moins. Puis là, ma femme, elle est après, quand elle commence à travailler chez L'Oréal, on discute, et puis les gens commencent à dire leur salaire, et puis moi, je deviens chaud. Hein, je dis, oh, putain, ma merde, en fait, j'ai pas un gros salaire du tout. Donc ça m'a calmé. Mais bon, en tout cas, j'arrive, voilà. Donc là, au moins, j'ai un travail, j'ai un salaire, etc. Mais c'est un contrat de postdoc. Ça dure un contrat de postdoc, moi, c'était un contrat d'1 an. Au bout de 6 mois, je vais voir mon prof, le projet avance bien, etc. Je lui dis, OK, ça passe bien, etc. Dans 6 mois, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, bah, si tu trouves un projet, un financement, je te garde, je peux te garder, mais je n'ai pas de financement pour toi. Donc là, je me dis, OK, bah, dans 6 mois, en gros, je suis dehors parce que Ma femme, mon enfant, je repars à Paris. j'avais un permis de travail qui était lié à l'ETS. Je ne pouvais pas travailler ailleurs que pour l'ETS, etc. C'était des permis d'études comme ça. Je dis, en gros, dans 6 mois, si je ne trouve rien, et ben, je suis renvoyé, hein, entre guillemets, il faut que je rentre en France, quoi, parce que je n'aurai pas de travail. Et donc, c'est là où j'ai commencé à monter mon deuxième projet de postdoc. Toujours l'ETS, deuxième projet de Toujours postdoc. l'ETS, ouais. J'ai vu un peu comme un peu une expérience entrepreneuriale parce qu'au final, j'ai dû chercher du financement, Ok. chercher un partenaire Mhm. industriel. Donc c'est ton premier pied dans l'entrepreneuriat Un parce que petit peu. Ouais. t'avais pas fait d'entreprise avant. Je te dirais qu'il y a deux façons de voir un doctorat. Tu peux le voir vraiment d'un point de vue scientifique, tu développes des compétences Ouais, techniques, ouais. etc. Mais tu peux le voir aussi comme un processus entrepreneurial. C'est toi qui diriges ta recherche. Et moi, je demandais beaucoup d'indépendance à mon directeur de thèse. Et puis lui, il aimait bien ça. Tu sais, j'allais pas le voir pour les choses comme ça. Je trouvais mes problèmes tout seul. Des fois, je demandais un contact, mais j'allais chercher les contacts, etc. Tu sais, organises tes choses, tu organises ta recherche. Tu trouves la valeur là-dedans, etc. Et j'ai beaucoup appris sur l'entrepreneuriat finalement pendant ma thèse. J'ai fait de la gestion de projet, tu sais, tu gères ton projet de recherche, j'ai encadré des étudiants, des choses comme ça. Ça a Donc, duré 2 ans. non, la thèse, ça a duré 3 ans. Waouh. 3 ans, je fais 3 ans sharp, 3 ans et 1 mois. Et qu'est-ce qui se passe après? Après, j'arrive ici avec un postdoc. Déjà, tu as la pression qui ressaute, mais après, si tu regardes tout de suite, qu'est-ce que je fais ensuite? Parce que ton travail s'arrête tout de suite et tu n'as plus de salaire, tu n'as plus rien. Donc c'est des choses que tu as anticipées normalement. Là-dessus, tu aurais été un petit peu dans l'anticipation pour me laisser le choix. Quand tu as une famille, tu n'as pas le choix. Bah, c'est ça. En plus, j'ai eu mon fils, mon premier enfant, je l'ai eu pendant ma rédaction. Donc, quand on est arrivé ici, il avait 1 an. Tu finis ton postdoc, j'imagine que tu intègres le marché du travail. Bah, c'est là où ça s'est fait. C'est-à-dire que pendant mon deuxième postdoc, comme c'est moi qui ai monté mon projet, j'ai eu la chance de pouvoir faire un peu ce que je voulais. Qu'est-ce Euh, que tu as fait? Moi, à la base, j'ai jamais vraiment été intéressé par, comme je dis, par la recherche ni la métallurgie. Tu sais, moi, j'étais beaucoup dans les technologies. J'aimais bien l'informatique. Je suis un Ouais. peu un geek. Tu sais, Ouais. j'adore la science-fiction. Dans ma tête, c'est toujours un peu Star Wars, c'est des choses comme ça. Et puis, on commençait à entendre parler de l'IA. Donc, mon projet de recherche, je me dis, bah, tiens, je vais voir si je peux faire de l'IA dans la métallurgie. Il faut comprendre que la métallurgie, même si on fait voler des avions avec, c'est très, très archaïque. C'est très des vieilles méthodes, c'est des vieux professeurs. Tu sais, même des fois, pour des gens qui sont capables de faire voler des avions, ils sont même pas capables d'allumer leur ordinateur tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment une science qui est très très vieille, la métallurgie, et il y avait de la place pour l'IA. Donc on a commencé à aller sur des choses, et en fait, donc je me suis formé à l'IA là, pendant mon année de postdoc, et ça m'a tellement plu que j'ai fait, moi c'est bon, là j'arrête la recherche, ça me gave, moi j'aime pas publier, j'aime pas ces choses-là, tu sais, j'aime bien avoir un problème, le résoudre, passer à un autre. La recherche, tu restes toujours un peu dans le même, des fois tu peux rester longtemps autour d'un même problème. Et donc c'est là où j'ai dit, bah ok, je vais quitter la recherche, je vais devenir scientifique de données. Ouais. Et quand tu dis IA, est-ce que tu peux être plus spécifique?
Ce qu'on faisait en IA Ouais. à l'époque, là, ce qu'on cherchait à faire, c'est développer un. Donc là, on parle avant les GAN, avant tous les outils qui servent à analyser les images. On essayait de développer un outil qui allait permettre de détecter les défauts dans les matériaux de façon automatisée. Ça permet de qualifier les pièces qu'on envoie à l'aéronautique. La particularité qu'on a amenée, c'est que c'est quelque chose qui, même pour l'œil humain, est très difficile. Tu montres à deux personnes, une personne va dire c'est un défaut ou c'est pas un défaut. Ce qui va faire que la personne a raison, c'est son expérience, sa connaissance de la métallurgie, de comment les microstructures s'est formées. Okay, et donc nous, on essaie de reproduire ça. Donc on n'a pas fait une analyse d'image avec les pixels, avec la version des couleurs, comme on fait maintenant avec les modèles. Tu vois, on s'est dit, on va d'abord essayer d'extraire des paramètres de les microstructures, qu'on voit donc comme des distributions d'objets dans la microstructure, des tailles, des choses comme ça. Et c'est ça qu'on va donner au modèle pour qu'il apprenne non pas juste l'image, mais qu'il apprenne plus comment la microstructure est faite pour qu'il arrive mieux à comprendre ce que c'est qu'un défaut. Ceux qui n'ont pas encore décroché de la vidéo, vous avez compris, c'est une vidéo de geek. Ah On bah, je va me aller doute. dans les détails et c'est ça que je veux. Donc ceux qui ont le courage pour continuer, accrochez-vous. On n'a pas encore parlé de quantique. Ah, ça arrive. Donc, euh, t'aimes l'IA, tu finis ton postdoc, marché du travail. Tu Alors rentres là, où? première claque dans le visage que j'attendais, c'est je donne mon CV pour scientifique de données. Où est-ce qu'il y a écrit scientifique de données sur ton CV? Bah, nulle part, j'ai fait de la recherche. Donc là, tu sais, j'envoie des trucs, des refus, etc. Puis là, j'ai un ami qui était dans la même situation que moi. Pareil, il avait fait un doctorat, lui, il était dans les lasers, etc. Et il me dit, écoute, moi aussi, je vais dans la science de données. Et il y a la Banque nationale qui a un programme, ça s'appelait le programme de rotation à l'époque. Maintenant, il a un peu changé, mais il est encore là. Et il prenait en fait des gens techniques qu'ils amenaient à la banque pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, en faisant voir plusieurs lignes d'affaires, il les formait au business. Donc, il cherchait des gens qui étaient quand même techniques, qui comprenaient les équations mathématiques derrière le machine learning, l'IA, tout ça, mais aussi qui étaient capables de vulgariser. Parce que tu vas à un banquier, c'est pas une équation que tu vas lui vendre. À la fin, c'est des dollars. Qu'est-ce que ça me rapporte à la fin de la journée? Rappelle-moi le nom du directeur du département IA à la Banque nationale. À l'époque, c'était David Furlong quand moi je suis arrivé. On le salue. Moi aussi, je suis passé par la Banque nationale. Je ne suis pas passé par le même programme, j'étais Ouais. consultant. Je faisais des chatbots IA pour la Banque nationale. Continue. Donc, à partir de là, donc, il me dit ça, et puis là, je me dis, bah, ok, j'en ai marre de prendre des refus sur mon CV. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais regarder pourquoi je suis data scientist malgré que je ne l'ai pas fait. J'ai retravaillé tout mon CV, et au lieu de mettre en avant ma recherche, j'ai mis en avant ce que je faisais comme travail de data scientist. Parce qu'en fait, je faisais de la modélisation, comme on fait data scientist. Je traitais des gros jeux de données. Moi, les cartographies que j'ai utilisées, c'était des tableaux à plus d'1 million de points. Quand je les chargeais dans l'ordinateur, ça faisait sauter la mémoire, etc. C'était un peu comme du big data. Tu sais, je faisais des transformations dans des grands espaces, etc. Donc j'ai commencé à mettre ça en avant pour faire ressortir mes compétences. J'ai eu mon entretien donc, à la Banque nationale. Donc c'était plusieurs étapes. Il y avait un premier test à faire, un peu technique, et puis après, tu avais un entretien avec un premier scientifique de données en place. Puis ensuite, tu avais une présentation de travaux devant des banquiers, en gros. Alors, pour anecdote, c'est quand j'arrive, moi j'étais un peu en retard, etc., dans le processus, et normalement, ils avaient tous fait le test sur ordinateur, tu vois. Moi, j'arrive, ils me donnent un test papier. Et puis là, tu avais des calculs à faire, des intégrales avec des choses comme ça, et puis ils faisaient le résultat à la virgule près. Et moi, j'ai rien, je suis à la main, je dois faire ça au papier, tu vois. Donc je le fais, j'ai pas le test. Donc là, je reçois un truc, malheureusement, tu as pas de passage, etc. Et puis là, c'est grâce à ma femme, je dis, ouais, mais c'est pas normal qu'on l'a fait sur PC, c'est moi aussi, je peux faire. Il n'y a pas de chat GPT à l'époque, mais avec Google, tu avais pas mal toutes les réponses. Tu faisais un calcul rapidement, tu sais, de ton côté, c'était fait. Donc moi, je leur dis, écoutez, je trouve pas ça très, très équitable parce que tout le monde l'a fait sur ordinateur. Moi, je l'ai fait sur papier. Il y avait des calculs de tête, c'était pas possible de les faire. Voilà. Ils me disent, ah bah oui, non, tu as raison. Bah, du coup, on te refait faire un questionnaire, mais cette fois-ci, il n'y aura pas de calcul. Donc je repasse un deuxième test, cette fois-ci plus, où on me demande d'expliquer les choses, tu vois, j'ai pas les calculs. Et là, je le réussis. Et là, donc j'arrive, donc encore une fois, c'est un peu comme les entrepreneurs, on vous dit non une fois, il faut quand même pousser parce qu'on va peut-être vous dire oui la fois d'après. Accrochez-vous à votre C'est épouse. ça, c'est ça. Vous voyez une femme qui vous pousse aussi, ça c'est très, très important. Et donc j'arrive là, et puis là j'arrive à la présentation, et là il fallait que je présente un projet en lien avec soit des données, soit de l'IA, soit des choses financières. Moi je viens de la recherche métallurgique, il n'y a pas plus loin que la finance que ça. Même quand j'en parlais à mes collègues, j'étais vu comme un traître de partir dans la finance limite. Et là j'ai réussi à leur vendre, à leur expliquer ce que j'ai fait en métallurgie sur les microstructures, ce que j'aimais expliquer tout à l'heure, à eux je leur ai bien expliqué, bien vulgarisé. Et là tu as des gens qui étaient dans l'investissement, etc., qui m'ont dit j'ai tout compris. Et je pense que c'est ça qui a été l'élément déclencheur, c'est ça qui a fait que j'ai pu intégrer le programme, parce que j'avais été capable d'expliquer des choses très très techniques, très très poussées, d'un point de vue très vulgarisé,
Et ils ont réussi à comprendre, alors qu'ils ne connaissaient rien en IA, ils ne connaissaient rien en métallurgie, ils ne connaissaient rien en aéronautique. C'est la première impression que j'ai eue avec toi, c'était par rapport à ça. J'espère que vous, de votre côté, vous allez comprendre ce qu'il est en train d'expliquer. Donc, tu restes combien de temps à la banque? Alors là, je suis resté 4 ou 5 ans. Comme dit, c'était un programme normalement qui durait 2 ans, et après, tu devais Choisir. choisir une ligne d'affaires. Ouais. Ok, tu faisais 6 mois dans chaque ligne d'affaires, tu faisais beaucoup de choses. C'était comme un shot de business que tu prenais, j'ai beaucoup appris. Et en fait, moi, très vite, une fois encore, esprit entrepreneurial, j'arrive. C'était un nouveau programme, une petite équipe. C'est quand je suis arrivé, on était 7, je crois 7 ou 8. Et donc, on avait des gestionnaires qui étaient très, très bons dans ce qu'ils faisaient dans la banque, mais qui connaissaient rien à la science de données, et puis ils nous le disaient. Ils disaient, moi, j'y connais rien, moi, je sais comment la banque fonctionne, je sais comment les trucs comme ça, mais les trucs techniques, il y avait quand même un peu de feeling, tu sais, des choses comme ça, mais c'était pas de formation technologique, des choses comme ça. Et donc, très vite, avec un collègue à moi, en plus de travailler sur nos projets, on a vu des choses qu'on pouvait améliorer dans le programme. Et on a commencé à faire des propositions, à monter des choses. J'avais monté une sorte de Genius Bar pour parler de la science de données, pour expliquer un peu aux gens des choses comme ça. On avait dit, bah tiens, des fois, il y a des gens qu'il faut encadrer plus. Et donc, on a amené tellement de propositions comme ça qu'un jour, bah, la gestionnaire a dit, vous savez quoi? J'ai besoin de 2 gestionnaires, bah, si ça vous intéresse, venez, vous allez être gestionnaire du programme. Donc ça, au bout d'un an et demi, on m'a fait une offre pour devenir gestionnaire. Et là, j'ai commencé à travailler plus dans la gestion, le développement, etc. avec cette équipe-là, jusqu'à la fin. Et justement, parle-moi de la fin. Bah, la fin, c'est là. La fin, je compare souvent ça un peu comme une start-up, ce qui s'est passé là-bas. Une start-up interne. C'était une toute petite équipe, tout le monde nous regardait un peu bizarrement, c'est quoi eux, qu'est-ce qu'ils font? Tu avais des grandes équipes avec d'analystes qui essaient de faire des choses, nous on arrivait en 6 mois, on faisait 3 fois plus, etc. Tu sais. Et donc on avait toute petite équipe avec très peu de moyens, on faisait de tout. Moi quand je suis arrivé gestionnaire, on avait créé les feuilles de poste nous-mêmes, on faisait passer les gens en entretien, on avait créé le test d'entrée, on l'avait refait. On travaillait pour mettre en place de la littératie de données, etc. On était vraiment sur tous les fronts, comme une start-up. C'est comme un gestionnaire dans une start-up. Et puis, bah, comme une start-up, on a été victime de notre succès, on a grandi. Moi, à un moment donné, comme je te dis, quand je suis arrivé, on était 8. À un moment donné, pendant la Covid, en plus, je me suis retrouvé à gérer toute l'équipe. J'avais une trentaine de scientifiques de données et d'ingénieurs de données sous moi. Ça faisait 5 mois que j'étais gestionnaire, donc j'ai sauté vraiment dans le grand bain là, à gérer toutes les choses humaines. J'ai beaucoup appris de ce côté-là. Et à un moment donné, comme start-up, on a eu tellement de succès qu'on est devenu trop gros, on ne pouvait plus être sur tous les fronts. On a commencé à nous dire, bah, maintenant, on va mettre des rôles plus précis, on va nous mettre dans des cases. Puis moi, on a commencé à mettre dans une case qui ne me plaisait pas. C'est-à-dire qu'on m'a mis dans une case comme on met n'importe quel gestionnaire d'une banque dans une case. C'est-à-dire que le choix technologique, ça ne servait plus à rien parce que je faisais juste de la gestion d'humains. J'aimais bien ça, mais tu sais, j'ai quand même cet attrait pour l'entrepreneuriat, pour l'innovation, etc. Et donc j'ai dit plusieurs fois, moi ça ne me convient pas, il faut qu'on me stimule un peu intellectuellement parce que planifier mon année en disant je vois telle personne à telle date, je fais l'évaluation de performance et puis je décide des augmentations, moi c'est pas ce qui m'allume. Horrible, On horrible. m'a donné quelques projets comme ça, tu sais, puis je me suis impliqué dedans, c'était intéressant, mais voilà, beaucoup de frustration autour de ça. Et à un moment donné, quand j'ai vu que bah, au final ça allait rester quand même pas mal comme ça, c'est lui qui dit bah, écoute, moi là c'est stop, là je peux plus, là pour ma santé mentale, il faut que je parte de là. Et du coup, j'aurais dit bah, je vais partir. Je partais en congé paternité, j'ai dit bah, là je pars en congé paternité, quand je reviens, en gros, j'aurais trouvé un truc, je démissionne. Et ben, c'est ce qui s'est passé. J'ai cherché quelque chose pendant mon congé paternité, et puis j'ai trouvé quelque chose, et quand je suis revenu, 15 jours après, je quittais la banque. Attends, c'est assez incroyable comme histoire. Donc, si je me rappelle bien, tu vas sur LinkedIn, il y a quelqu'un qui cherche un CTO. Il y a un post qui dit on cherche un CTO dans tel domaine. Tu dis ça m'intéresse. Et premier ça. contact, raconte-moi ce qui s'est passé. C'est ça. Donc en fait, j'ai été sur LinkedIn, chercher des choses. Au début, je cherchais des choses pas mal dans l'IA. Tu sais, j'avais une expérience d'IA, de manager. Le problème, c'est que j'avais pas forcément encore beaucoup d'expérience, tu sais, pour être senior ou des choses comme ça. Donc c'est toujours pareil, mon CV a toujours eu un peu de mal à passer parce qu'il n'est pas typique, il n'y a pas les bons mots-clés, on a l'impression que je me disperse, etc. Mais du coup, là, à un moment, je vois une offre, et puis là, ça va presque rien à voir. Il cherchait, et puis je le connaissais, j'avais jamais fait de ma vie, il cherchait un directeur de laboratoire de recherche appliquée, donc privé vraiment, dans la blockchain et l'IA. J'avais jamais travaillé vraiment dans la blockchain, je connaissais, j'avais fait des trucs, du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, je vais essayer de me faire une blockchain sur Python, donc j'ai fait ça pour m'amuser. Et puis, ben, c'était un chasseur de tête, et puis il me contacte. Il dit, bah, écoute, ton dossier plaît, etc. C'était une boîte française, en fait, qui voulait s'implémenter ici. Donc là, je rencontre la personne en charge de ça, qui était le CTO de la partie française, etc., qui m'explique un peu tout ça, et ça lui plaît. On était dans un moment, tu sais, où la blockchain, tu voyais aussi beaucoup de choses passer, où tu te dis, ouais, des fois, c'était un peu bizarre. Donc, je fais un peu ma due diligence. Je fais, bah, écoutez, moi, je suis quand même dans une banque.
Une banque, j'avais la sécurité, ça faisait 5 ans que j'étais là, je pouvais rester dans mon siège. Tu sais, je montais les échelons tranquillement, j'avais la maison, le chien, l'hypothèque, tu vois, la vie rangée Avec, classique, tu vois, yeah, la sécurité, American success l'assurance, story. c'est ça. J'étais dans mon truc. Et donc, je fais, bah, moi, je peux quitter ça, mais tu sais, je quitte pas ça pour dans 6 mois que ce soit fini, tu vois. Donc, il me dit, non, non, on a vraiment du budget, je me renseigne sur l'entreprise en France. En France, c'était quand même une PME, 200 employés, cotée en bourse. J'ai été, pendant mon congé de paternité, j'étais en France. Je fais, bah, écoute, comme je vais en France, je vais venir vous rencontrer. Ils avaient des bureaux, tu sais, dans le, à la Défense, dans le quartier des affaires à Paris. Donc tout est sérieux. Je me dis, OK, c'est bon, on y va. Donc on lance le truc, on part là-dedans. Moi, je continue à me former à la blockchain. Je connaissais, mais je me développe, je fais mon réseau. Et moi, mon travail ici, c'était vraiment ça, c'était de connecter, démarrer des projets de recherche, mais quand même appliqués, pour ensuite mettre en place les services professionnels autour de la blockchain. Donc là, je fais beaucoup de Pourquoi chercher au réseautage. Canada? Financement, j'imagine? Financement, il y avait aussi, comment dire, beaucoup de l'écosystème, c'était AI et blockchain. Vraiment, le but ici, c'était de voir comment on pouvait faire travailler les deux ensemble. Ouais. Pas du blockchain d'un côté, l'IA, mais vraiment enrichir l'IA avec la blockchain et puis améliorer la blockchain avec de l'IA. Et donc ça ici, l'écosystème est très bon. Et surtout pour les entreprises françaises, Montréal, c'est un très bon tremplin pour l'Amérique du Nord. Bien sûr. D'un point de vue culturel, il y a des différences, mais c'est quand même plus proche. Il y a moins la barrière de la La langue. langue, ouais. Les Français parlent très mal anglais. Donc ça rassure beaucoup. Même, il y a même des ponts pour les financements. Tu as des banques comme la Banque nationale, ils ont un bureau à Paris. Desjardins aussi sont à Paris pour aider des entreprises comme ça. Donc il y a beaucoup d'intérêts comme ça économiques. Et donc c'est pour ça qu'ils voulaient créer ça et puis amener ça. OK. Puis ça se passe comment? Au début, ça se passe bien. Franchement, j'ai fait des belles choses. J'ai été à l'OACI, donc c'est l'Organisation internationale de l'aviation civile, Ouais. présenter un projet sur le blockchain, donc devant 400 personnes. Tu sais, les gens étaient intéressés. Là, j'étais prêt à démarrer des projets. J'avais deux demi-tax qui étaient prêts à partir. Les étudiants, on attendait juste d'avoir le budget du côté de la France. Puis là, ça commence à tarder un peu le budget. Tu sais, ils me disent, bah, attends, il faut attendre un peu, il faut que je te valide. Tu sais, on ne parlait pas beaucoup de budget. Et puis à un moment donné, à peu près 9 mois après que je les ai rejoints, bah là, j'ai un appel avec mon directeur. Il dit, bah, écoute, on ferme l'Amérique du Nord, on a des problèmes financiers en France, on ferme tous les centres de coûts, et puis bah, les derniers ouverts sont les premiers à sauter. Donc là, je me retrouve sans rien, du jour au lendemain. Donc là, déjà, je vois mon directeur qui est quelqu'un de très humain, tu sais, qui était presque plus mal que moi. Moi, je dis, écoute, c'est sûr, c'est pas ce qu'on avait dit, mais tu sais, je savais que je me lançais dans quelque chose d'entrepreneuriat qui avait un risque, tu vois. Donc, tu sais, je l'ai mitigé comme ça. La RH, pareil, elle était vraiment pas bien. Tu sais, les deux ils me disent plusieurs fois que l'addition du CEO, il l'approuvait pas. Et pour l'anecdote, le CEO, après, a été remercié par le conseil d'administration et ils ont refait ça, ils ont été mis un peu sur redressement, mais là, ça va mieux et c'est reparti. Et donc là, je me retrouve sans rien. Donc sans rien, tu sais, avec Une une hypothèque. femme, Ouais. une hypothèque. Là, j'avais déjà mes 3 enfants. C'est pas pareil. Tu sais, le chômage, quand on arrive à un certain niveau de poste, ça suffit pas, quoi, parce que tu sais, as un train de vie, puis ton hypothèque, etc. C'est pas suffisant. Ça aide, mais tu serres pas mal la ceinture. Heureusement, ma femme avait un travail à travailler, ça aidait quand même. Mais là, c'était 9 mois un peu difficile. Mais bizarrement, ça m'a donné encore plus envie de faire d'être entrepreneur. Pourquoi? Parce que je suis maso. Non, parce que pendant longtemps, j'ai pas été capable de le dire. Pendant longtemps, j'ai pas été capable de le dire. Tu sais, on a souvent eu cette discussion-là. Ouais, ouais. Pendant longtemps, j'ai cru que je voulais être entrepreneur pour devenir riche, pour faire de l'argent. Mais en fait, c'est pas vrai. Parce que déjà, c'est pas la bonne façon de faire de l'argent, ça je l'ai compris. Pour travailler dans une banque, je peux te dire où tu vas faire de l'argent, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas en étant entrepreneur. Mais bon, je m'étais dit, alors, peut-être qu'après, c'est pour la gloire, pas avoir d'ordre, etc. L'ego. Moi, l'ego, peut-être. Tu sais, je me suis dit ça, mais en fait, en réfléchissant, non. Et récemment c'est il y a 9 mois, j'ai appris que j'avais un TDAH. Comme moi. Et en fait, j'ai appris aussi que beaucoup d'entrepreneurs ont des TDAH. Parce que ce qu'on recherche, c'est ça, c'est les défis, l'adrénaline. Moi, je suis quelqu'un de très impulsif, qui saute dans le truc, j'ai besoin d'être stimulé, j'ai besoin d'aller chercher des choses. Tu vois, on peut avoir du mal à avoir des ordres. J'ai aussi une façon de penser, une organisation qui est particulière. Et ça fait que des fois, dans des structures plus hiérarchiques, on a du mal. Et c'est pour ça qu'on va beaucoup dans l'entrepreneuriat, parce qu'on aussi, on ne va pas compter nos heures. Je suis capable des fois de ne pas travailler pendant 2 jours, mais par contre, je suis capable aussi de travailler toute une nuit et puis d'enchaîner sur une journée, des choses comme ça. Et je pense que mon goût de l'entrepreneuriat a toujours été là, mais j'avais jamais mis un mot dessus parce que j'avais pas mis un mot non plus sur finalement ce que je vivais à l'intérieur. Et depuis que j'ai ça et depuis que je suis là, eh ben, ma femme me le dit, je t'ai jamais vu aussi heureux dans ton boulot.
alors que c'est tout le temps la merde. Et c'est ce que je dis, moi, quand c'est la merde, c'est ce que j'aime bien. J'adore le chaos. La dernière fois que j'ai eu une discussion comme ça, c'était avec Serge Godin, qui est le fondateur de CGI. Et il disait que son TDAH, sans son TDAH, il n'aurait jamais pu faire son entreprise. Hmm. Donc là, 9 mois, what's next? J'imagine que ça, là, on rentre dans ton entreprise. On va finalement parler de ça. Là, alors, donc là, c'est passé pendant 9 mois, donc on va passer tout ça, le chômage. Là, je cherche quand même des choses. Je cherche dans des compagnies, mais sans conviction, parce que je sais que je veux faire Qu'est-ce que tu entrepreneur. cherches? Tu sais, c'est curieux. Qu'est-ce que tu cherches? C'était particulier, je ne savais pas vraiment ce que je cherchais. Tu cherchais un J'envoyais emploi, tu cherchais des CV. J'étais tiraillé entre les deux. J'étais tiraillé entre je veux de la sécurité pour ma famille Oui, et je veux moi faire ce qui me plaît. ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc je faisais un peu les deux en même temps. Où est-ce que tu cherchais? Ok, la partie emploi, on comprend. Tu as ton CV, tu le formates, tu souris, tu fais des entrevues. Mais la partie entrepreneuriat, soit tu Bah, crées ta business, soit tu cherches une c'est opportunité. ça. Alors, comment tu t'es pris et qu'est-ce que tu cherches? J'ai essayé de faire un peu les deux en parallèle. Ok, C'est-à-dire que j'essaie de créer un business, mais sans vraiment me lancer, parce que je suis toujours un peu pris dans ce niveau de risque à mitiger. Tu vois ce que je veux dire? Je savais que même si je me lançais dans mes affaires, ouais. j'avais pas les moyens de rester 1 an ou 2 ans sans revenu. Ok, mais Ok. pratico-pratique, est-ce que tu passais par AngelList? Est-ce que tu passais par ton réseau? Mon réseau, Comment tu c'était vas plus mon réseau. trouver un rôle? C'est tu cherchais un Ouais, rôle de CTO, c'est c'est bien ça. ça? Ouais. Comment tu vas chercher un rôle de CTO? Mon réseau. En fait, quand j'étais à Blockchain Group, comme une partie de mon travail, c'était de réseauter pour faire connaître l'entreprise. Donc, j'avais commencé à faire des contacts ici. Ok. J'ai beaucoup progressé parce que ça, je supportais pas faire du réseautage. C'est quelque chose qui m'insupporte. Mais paradoxalement, j'aime bien parler aux gens. J'aime pas les déranger. Mais une fois qu'on commence à parler, tu le vois, la vidéo elle va durer 2 heures au lieu de 30 minutes parce que 3 épisodes. j'adore parler. Mais tu sais, briser la glace, j'ai toujours plus de mal. J'ai l'impression de faire un peu chier les gens et ça j'aime pas trop. Donc j'ai eu beaucoup de mal, je me suis forcé, j'ai fait des contacts, j'ai commencé à lancer des contacts. J'ai commencé aussi à être un peu plus entreprenant sur LinkedIn. Tu sais, contacter des gens mais que j'aurais pas contacté. C'est typiquement, j'ai deux exemples. Un premier, c'était, j'avais commencé à ajouter des gens sur LinkedIn, je savais qu'il y avait de l'influence ici, etc. Et puis ça m'a permis d'avoir accès à des gens sur des publications, c'est-à-dire des gens qui republient, etc. Et un jour, comme ça, grâce à une connaissance que j'avais ajoutée, je pense que c'était qui déjà? Je suis très mauvais pour les noms, mais je pense que c'était un des cofondateurs d'Ex Machina ou un truc comme ça. Ok. Donc il y a quand même un très gros réseau, c'est un très gros entrepreneur ici, qui republie l'annonce de quelqu'un qui cherchait un CTO en plus dans une fintech. Ok. Donc là, je contacte la personne et je dis, bah écoute, j'ai vu ton post, etc. Ça m'intéresse. Tu sais, puis en plus, moi, j'avais travaillé dans une banque, je connaissais un peu les trucs de financement, je connaissais la technologie. Je le rencontre à un café, sa première question, c'est, ah bah alors, comment tu connais telle personne? Je regarde, je dis, ah bah je le connais pas. Je lui dis, je l'avais ajouté sur LinkedIn et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah écoute, c'est pour moi. Et puis il fait, ah d'accord. Et puis on a commencé à parler. Puis cette personne-là, je l'ai accompagné pas mal sur des choses, mais lui a finalement décidé de ne pas continuer. Donc j'ai eu beaucoup de, si tu veux, j'ai parlé avec plusieurs startups où ça n'a jamais été plus loin. C'est parce que souvent, moi j'avais un prérequis, c'est que je voulais un salaire. Je ne pouvais pas être payé juste en équité. Souvent c'était du précis très très early, je ne pouvais pas forcément me payer, etc. Donc là, tant que j'étais un peu sur le chômage, je dis, bah, je peux, éventuellement on peut discuter comme ça, mais moi à terme, il me faut un emploi. Donc, j'ai eu cette personne-là, j'ai aussi eu Bertrand. Donc lui, pareil, un peu au culot comme ça. Un jour, je vais à une conférence sur la réalité virtuelle, etc. Bertrand qui? Je me souviens plus de son nom de famille, je Bertrand connais pas le Milot? famille. Bertrand Milot? Non. C'est tu vois le casque VR d'Apple? Oui. Bah, c'est une start-up québécoise qu'il a créée. Et puis Bertrand, c'était lui le CEO de cette start-up-là. Il s'est fait racheter par Apple. Ok. Et donc un jour, il y a une conférence sur la VR, il est là. Et puis je le rencontre, je l'ajoute sur LinkedIn. Puis un jour, je lui dis, bah, écoute, moi je cherche quelque chose, est-ce qu'on peut aller prendre un café? Puis on était prendre un café, puis pareil, on m'a mis en contact avec d'autres gens. Donc là, j'avais fait aussi un autre poste de CTO pour une start-up qui voulait faire un jeu vidéo, mais c'est un peu type Donjons et Dragons, mais généré avec de l'IA. Une autre start-up dans le jeu vidéo, etc. Donc j'ai fait comme ça plusieurs trucs où j'étais un peu comme advisor pendant ce temps-là. En parallèle, je réfléchissais à des idées, moi, pour ma compagnie. Et en parallèle, je postulais dans des vraies compagnies. Et là, tu arrives. Et là, ce qui se passe, c'est qu'au bout de 9 mois, tu sais, je vois que tu sais, ça prend pas. Au final, j'ai des trucs, je peux me mettre à travailler si je veux, mais j'ai rien qui va me permettre d'avoir un salaire. Et là, je recontacte un peu mon ancien directeur à Blockchain Group, tu sais, parce que lui, je savais qu'il m'avait dit qu'on s'en reparlerait, etc. Et il me parle de Qubitsoft. Qubitsoft, c'est la compagnie dans laquelle je travaille actuellement là. Et ils étaient déjà dans le même groupe que moi, mais ils étaient partis un peu avant parce que tu sais, ils sentaient le vent tourner. Puis surtout,
mon responsable à l'époque, c'était un des cofondateurs. Et il dit, bah, écoute, nous, on cherche un CTO pour Qubitsoft, mais on cherche un CTO français. Je dis, bah non, moi, je ne déménage pas Pourquoi toute ma CTO famille en français? France avec un risque pour une startup. T'imagines, j'y vais, je déménage tout le monde, dans 9 mois, on se retrouve encore sous Ouais. la porte. Je fais, non, Pourquoi non. un CTO français? Hmm. Pourquoi un CTO Parce français? qu'à l'époque, il se développait juste en France. Donc, il voulait un CTO en France pour aller Ok, parler ok. aux clients. Ok, 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 C'est je parce qu'au comprends. début d'une startup, quand tu es CTO, tu as plus le rôle de figure technologique que vraiment de travail technologique. Ouais, Tu vois, on a des ouais, équipes ouais, pour ouais, ça. ouais, Donc il fallait un représentant technique, technologique ouais. pour aller là-bas. Ils Ah, avaient d'autres gens qui étaient plus scientifiques, tu sais, donc ils cherchaient ça. Et je leur dis, bah, écoute, moi ça, non, ça m'intéresse pas. Il me dit, bah attends, parce que nous aussi, on veut ouvrir le Canada quand même assez vite en 2025. Donc il me dit, moi, ce qu'on te propose, parce qu'en plus, il me connaissait, et puis tu sais, il savait comment je travaillais. Il me dit, on te prend en CTO pour la France en remote pour l'instant. Et puis, d'ici 2025, on ouvre le Canada. Et puis là, à ce moment-là, quand tu seras vraiment à fond sur le Canada, on verra pour reprendre un autre CTO, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec Qubitsoft. Quantum. C'est là où j'arrive dans le quantique. Ça y est,